Bonjour. Bonjour à tous, je suis Gaspard Janon de BPI France. Nous sommes réunis du coup pendant 30 minutes pour discuter des enjeux de la décarbonation dans le domaine de l'agro-industrie. Donc nous allons écouter 3 apporteurs de solutions sur un mode de 10 minutes de temps pour chacun avec 7 minutes de présentation et 3 minutes pour répondre aux questions. Sans plus attendre, du coup, je vais laisser Madame Jacques venir sur scène et nous présenter sa société EcoExtract. La maladie de Parkinson d'Élodie, une jeune maman de 33 ans. La sclérose en plaques d'Alice, à juste 25 ans. La polyneuropathie de Philippe, jeune retraité de 65 ans. L'infertilité de Romain et Roxana, 28 et 29 ans. L'incidence de ces maladies a plus que doublé depuis 50 ans. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une substance neurotoxique et reprotoxique dont il est prouvé qu'elle contribue à toutes ces pathologies. Ça s'appelle l'hexane. Et vous en avez probablement mangé aujourd'hui. L'hexane, la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, parce que c'est l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie agroalimentaire. Depuis 70 ans, cette essence neurotoxique est utilisée à grande échelle pour produire les huiles végétales et les extraits naturels. L'extraction à l'hexane est une technique super efficace et super rentable, qui récupère bien plus d'huile que la pression mécanique. Super, n'est-ce pas? Malheureusement non, parce que les huiles et les extraits se retrouvent contaminés à l'hexane. Et les résidus passent dans la chaîne alimentaire, y compris dans les produits des animaux nourris avec des tourteaux pleins d'hexane. Et ces résidus se retrouvent dans nos corps en quantité dangereuse et sont mesurables, détectables dans notre sang et dans nos urines. Vous n'avez jamais entendu parler de l'hexane parce que pour des raisons réglementaires, l'hexane est dispensé d'étiquetage. Vous pouvez examiner l'étiquette de vos produits à la loupe. Vous avez le droit de savoir s'il y a des traces de soja ou de fruits à coque, mais impossible de savoir si un des ingrédients contient des traces d'hexane. Donc je suis Laurence Jacques, j'ai 31 ans d'expérience dans l'industrie et j'ai découvert ce scandale alimentaire en 2017. J'ai fondé EcoExtract pour développer une alternative sûre et issue du végétal, capable de remplacer l'hexane pour l'extraction alimentaire et cosmétique. Et cette alternative, aujourd'hui, elle existe. Elle est brevetée et autorisée pour l'extraction alimentaire en Europe depuis 2023. Notre solution est bio-inspirée. Elle est basée sur une molécule qui existe naturellement à l'état de trace dans les plantes comestibles. Et elle est issue du végétal, produite aujourd'hui à partir de l'hémicellulose de la bagasse de canne à sucre, le déchet qui reste après l'extraction du sucre. Et notre solution peut être utilisée dans des usines conçues initialement pour l'hexane, avec des modifications limitées. Pourquoi ce sujet est devenu ma cause ? J'ai fait des études d'ingénieur, mais j'ai toujours été passionnée par tout ce qui a trait à la santé. Et je pense que ça vient de ma mère. Ma mère s'est retrouvée orpheline de père à 9 ans. Dévastée par la perte de son papa, elle a développé une maladie neurologique. Elle a dû subir un traitement médicamenteux lourd pendant toute son adolescence qui lui a généré une grave malformation cardiaque. Ma mère, à 27 ans, elle a dû être opérée à cœur ouvert pour pouvoir survivre. Et elle m'a enseigné que la santé est notre bien le plus précieux, qu'elle est fragile et qu'il faut la protéger. Et son expérience montre que des molécules actives mal maîtrisées peuvent avoir des effets inattendus, particulièrement quand on les ingère sur une longue période. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'hexane. En France, l'hexane a été classé comme neurotoxique prouvé, causant des maladies professionnelles par exposition répétée dès février 1973. Je pourrais citer des tas d'articles scientifiques, mais si vous voulez juste lire une étude, lisez la publication de Cravotto et ses collègues.
Dans cette revue de 2022, cette équipe franco-italienne explique comment l'hexane détruit la gaine de myéline de nos nerfs, endommage les cellules de notre cerveau, abîme notre système immunitaire et nos cellules reproductrices. L'hexane est capable de passer la barrière placentaire et d'affecter le fœtus avant même la naissance. Alors là, vous vous dites, mais certainement, il y a des traces minimes dans la nourriture. Non. En fait, notre corps a du mal à éliminer l'hexane et notre contamination en tant que population générale, elle est prouvée depuis 1987 par 11 études indépendantes à travers des tests sanguins et urinaires. En fait, nos corps éliminent l'hexane à des vitesses différentes et on sait depuis 2003, par Canesi, qu'il y a une corrélation entre les gens qui l'éliminent le plus mal et ceux qui ont les maladies neurodégénératives. Quand j'ai découvert ce scandale alimentaire en 2017, j'ai d'abord été incrédule, comme vous l'êtes sûrement aujourd'hui. On vit quand même en Europe, comment l'EFSA, l'autorité de sécurité alimentaire européenne, aurait-elle pu laisser passer un scandale de cette ampleur? Et puis j'ai creusé, j'ai compris. L'extraction à l'hexane a été développée dans les années 30, à un moment où aucun test toxicologique n'était demandé sur une substance avant de la mettre dans l'alimentation. Après la Seconde Guerre mondiale, des tas d'usines ont poussé sur la planète pour nourrir les populations. La toxicité de l'hexane a été découverte dans les années 1960, tardivement, quand déjà plus de 1000 usines utilisaient le procédé. Et la compétition mondiale, l'absence de solution évidente et l'exemption d'étiquetage ont permis que les résidus soient toujours présents dans notre alimentation aujourd'hui et soient complètement ignorés des ONG, des consommateurs, des médecins, de la plus grande partie de la communauté scientifique et également de certaines autorités. Ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les autorités et les élus sont en train de réagir. L'EFSA a rendu un rapport en disant qu'il fallait réexaminer, que la sécurité du public n'était pas assurée, qu'il fallait réexaminer l'autorisation actuelle de l'hexane en alimentaire. L'hexane vient de rentrer dans l'antichambre de la liste SVHT des substances très préoccupantes, la liste noire des produits chimiques européens. Ça veut dire qu'il va être interdit à horizon de quelques années. Et enfin, une proposition de loi pour interdire l'hexane dans la production alimentaire et cosmétique vient d'être déposée en mars 2025 à l'Assemblée nationale. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous pouvons remplacer complètement l'hexane. Notre solution, notre solvant végétal vient compléter les solutions qui existent déjà, l'extraction mécanique bien sûr et le CO2 supercritique, et permet un remplacement à grande échelle de ce solvant toxique. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que la substitution de l'hexane, le remplacement de l'hexane dans les procédés cosmétiques et alimentaires, a le potentiel pour les premiers adoptants d'offrir un avantage concurrentiel énorme au niveau européen et au niveau international. Parce que ce que l'expansion du jambon sans nitrite nous apprend, c'est que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir accès à des produits alimentaires qui ne les rendent pas malades. Merci, à votre disposition pour les questions. J'ai parlé et donc j'ai oublié mes slides. Voilà, donc les trois bonnes nouvelles. Et puis je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, vous êtes là. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vous donne 3 cas d'usage. Donc, les clients avec lesquels on travaille. Premier cas d'usage, un client qui prépare un extrait d'une plante aromatique. Et en fait, il va pouvoir la positionner sur le marché au même prix que les extraits à l'hexane. Pourquoi? C'est parce que le rendement qu'il obtient avec notre solvant pour la substance active est meilleur que le rendement hexane. Deuxième cas d'usage, un client qui a un coproduit qui est aujourd'hui mal valorisé. Avec notre solution, il va pouvoir
extraire d'un côté l'huile, de l'autre avoir des protéines dégraissées, et il va pouvoir les valoriser beaucoup mieux qu'il ne peut le faire actuellement. Troisième cas d'usage, c'est un client qui a besoin de faire du dégraissage sur ses produits, mais pour des raisons réglementaires, l'hexane est interdit. Et donc il va pouvoir le faire de façon économique avec notre solution. Voilà. Et peut-être vous voulez savoir comment éviter l'hexane ? Bon, alors aujourd'hui, pour éviter l'hexane, en fait, le seul moyen, c'est de manger bio. L'hexane est interdit, a toujours été interdit en bio. Et manger bio aussi pour la viande, puisque l'hexane passe, comme je le disais, dans les produits animaux. J'en ai mesuré dans du beurre, dans des œufs, dans le gras du poulet. Donc il faut, tout ça, ça doit être en bio. Et même dans le bio, il faut regarder les étiquettes et éviter tout ce qui est arômes et colorants naturels si c'est non bio. Parce que 80% volume des arômes et colorants naturels sont extraits à l'hexane. Voilà. Évitez aussi les parfums. Les absolus de parfums sont extraits à l'hexane. Voilà. Bon, là, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Eh ben, une question? Je suis arrivée peut-être un petit peu tard, mais votre solvant naturel... Votre solvant naturel, il est composé de quoi? J'ai pas... Alors, la molécule solvant, ça s'appelle le 2-méthyloxolane. Donc, c'est une molécule qui est présente naturellement dans des plantes comestibles, en petites traces. C'est une molécule qui est aussi fabriquée par une petite levure qui vit sur notre peau, qui s'appelle Malassezia furfure. Et en fait, c'est le secret du vivant pour solubiliser un peu les lipides. Mais le gros avantage de cette molécule, d'abord, on a fait toutes les études toxicologiques, on a mis des millions d'euros, on a fait comme un dossier pharma pour obtenir l'autorisation alimentaire. Donc on est sûr de son profil toxicologique. Mais le gros avantage, c'est qu'elle a une certaine, elle aime beaucoup les lipides, mais elle a une certaine solubilité dans l'eau, donc notre corps sait bien l'éliminer. Merci beaucoup pour cette présentation poignante. Nous allons passer du coup au deuxième intervenant, qui est Monsieur Bayer de la société Prodeval. Bonjour à tous, je m'appelle Émile Bayer, je suis directeur stratégie et innovation et chargé d'affaires publiques dans le groupe Prodeval. Et tout d'abord, je tiens à exprimer mon enthousiasme d'être présent aujourd'hui. Je veux dire que je suis bluffé de l'énergie et c'est très grisant d'être présent ici, surtout dans cette période un petit peu, je dirais, morose. Ça redonne un gain d'énergie important. Je souhaite également remercier la BPI France d'organiser cet événement important qui met à l'honneur trois piliers majeurs pour aujourd'hui et pour demain, à savoir l'innovation, l'industrie et la décarbonation. Et ces enjeux, ils résonnent particulièrement au sein des équipes Prodeval, car nous avons l'intime conviction que nous devons appréhender le challenge, voire la nécessité de la transition énergétique et écologique avec l'ensemble des parties prenantes et non plus sous le prisme de la contrainte seule, mais d'une formidable opportunité de croissance et de croissance verte et vertueuse, je l'espère. Et notre parcours en est la preuve. Prodeval est une ETI familiale qui est basée dans la Drôme, qui a connu sur les 10 dernières années une croissance à 3 chiffres en moyenne. Et aujourd'hui, on compte plus de 450 collaborateurs répartis dans 7 filiales à travers le monde et avec une mission claire: concevoir, produire, installer, maintenir et optimiser les infrastructures de biogaz. Peut-être un tout petit point sur l'intérêt du biométhane. Il en a 3. C'est traiter des déchets, et Dieu sait qu'il y en a. C'est une ressource en constante augmentation. Actuellement, il y a 1,5 milliard de tonnes de déchets organiques. On m'entend ? Si ? Okay.
1,5 milliard de tonnes de déchets organiques à traiter. Et selon le dernier rapport de la Banque mondiale, on devrait arriver en 2030 à plus de 3,5 milliards de tonnes de déchets organiques à traiter. Ça, c'est le premier avantage du biométhane. Le deuxième avantage, c'est un substitut de l'énergie fossile du gaz naturel qui offre bien entendu tout en partie une certaine indépendance à la souveraineté énergétique. Et le troisième point, c'est que c'est une production locale, non délocalisable et en accord avec le territoire. Et pour cela, nous avons un objectif clair au sein de Prodeval, c'est d'être le catalyseur de la valorisation au mieux possible du biométhane et de toutes ses externalités. Et pour ce faire, nous avons développé plusieurs briques technologiques brevetées et qui accompagnent les exploitants de méthanisation. Le premier, c'est les épurateurs de biométhane qui sont capables de traiter l'ensemble des déchets, qu'ils soient des déchets industriels, agricoles, des déchets d'effluents d'élevage, mais également, depuis peu, des déchets de centres d'enfouissement. Et cette technologie-là, nous sommes devenus leader mondial sur le marché depuis 10 ans. Nous avons développé également une solution de captage et de valorisation du CO2 biogénique issu de méthanisation, qui, juste pour montrer que le biométhane est une solution pragmatique et immédiate et cost-effective, pour récupérer une tonne de CO2 sur une unité de méthanisation, le coût de revient, c'est à peu près 60 $ tonne. Les fameux DAC qui font tant couler de papier, donc les Direct Air Capture aux États-Unis, on est sur un facteur 10 pour capturer du CO2. Donc on parle de 600 $ tonne pour capter ce CO2 dans l'air. Nous avons également développé des moteurs de cogénération pour les mettre sur une exploitation en fonctionnement biométhane pour sécuriser 20% de leurs OPEX, la partie électrique. Et donc ils viennent soutirer une partie du biogaz pour rendre le site complètement autonome. Et le quatrième brique de projet que nous avons développé, c'est la compression du biométhane, donc pour faire du CNG, pour faire rouler des véhicules au CNG, et du bio-LNG, donc du biométhane liquéfié, qui viendra substituer le LNG, et notamment qui pourra être utilisé dans le fret long trajet. Et pour imaginer cela, je vous mets à l'écran un rapide business case sur une exploitation agricole dite classique en France, avec 36 000 tonnes de déchets organiques agricoles par an. On vient produire 32 gigawattheures de biométhane qu'on injecte sur le réseau en substitut de gaz naturel. Ça vient effacer 6 600 tonnes de CO2 équivalent. Et pour un coût de production, somme toute, relativement acceptable par rapport à une molécule fossile. Donc on est entre 70 et 90 € du mégawatt. Comment ? Là, actuellement, le fossile sur le PEG, il est entre 30 et 40 €. Donc le premium à payer est pour une énergie verte, somme toute, assez faible, notamment si on commence à parler en quota carbone, où il faut rajouter surtout les secteurs d'activité, dont les industriels qui sont soumis à l'ETS, où ils devront racheter des garanties d'origine et ou une compensation à plutôt 100 € de la tonne, juste sur la partie compensation carbone. Donc mon point, il est surtout de se dire la transition énergétique et écologique n'est pas un frein, et elle ne doit pas l'être. C'est plutôt un moteur d'innovation et de développement pour les pays, pour l'ensemble des pays d'ailleurs. C'est une chance et je vous invite vraiment à la saisir pour en faire quelque chose de pérenne dans le temps. Je vous remercie, si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Selon les déchets, est-ce que vous avez différentes solutions ou c'est une solution pour tout type de déchets ? Non,
tout type de déchet est méthanisable. Le seul point, ce sera le pouvoir méthanogène de ce déchet. Sur un déchet agricole, effectivement, il y a un pouvoir méthanogène très fort, mais le pouvoir méthanogène le plus important sur un déchet, c'est les déchets urbains. Hein. Donc notre fameuse poubelle noire, à partir du moment où on arrive à la traiter et qu'on la met dans ces déchets, dans ces méthaniseurs, qu'on vient épurer, on arrive à produire des 32, en tout cas peut-être juste pour mettre un chiffre dessus, hein, 32 gigawattheures, c'est 2 à 3 000 foyers. Hein. Donc on arrive à avoir des régions qui sont complètement résilientes face à des factures de gaz qui subissent, je dirais, une certaine volatilité et qui devraient continuer de monter. Là, on arrive à avoir des prix, vu qu'on a un prix de revient qui est, somme toute, stable, on aura un prix d'achat pour le consommateur final également stable. Et pour les industriels, de plus en plus, on voit apparaître ce qui se faisait beaucoup dans l'électricité, les PPA, donc des contrats de gré à gré entre producteurs et consommateurs. Et on voit apparaître la même chose sur le biométhane. Des industriels qui ont besoin de gaz naturel, qui ne peuvent pas l'électrifier ou qui ne le veulent pas, pourront développer des contrats de gré à gré avec des méthaniseurs, avec un tarif fixé sur des durées longues, entre 7 et 15 ans. Bon, bah, si vous n'avez plus d'autres questions, je pense que je vais laisser la parole à la troisième personne. Merci beaucoup pour cette présentation. Et donc nous allons passer au dernier intervenant, Madame Diallo de la société Standing Ovation. Bonjour à tous, je m'appelle Mamou Diallo, je suis responsable du département construction de souches au sein de Standing Ovation. Et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour présenter un peu les solutions que nous proposons pour accompagner la transition alimentaire. Donc Standing Ovation, c'est une start-up qui a été fondée en 2020 et qui avait comme mission de trouver une solution pour réduire l'empreinte carbone des produits que nous consommons. Alors nous sommes, nous sommes une protéine compagnie française, c'est-à-dire que nous sommes une compagnie qui est spécialisée dans la production de protéines et nous sommes spécialisés dans la production plus spécifiquement de caséine, qui est la principale protéine du lait. Alors comme je disais, notre mission c'est vraiment d'être un acteur majeur dans la transition alimentaire pour accompagner les industriels de sorte qu'ils puissent produire les produits originaux que nous connaissons mais avec un impact carbone réduit. Bon, pour que vous ayez un ordre d'idée, on projette que la demande en protéines animales va croître de 30% dans les prochaines décennies. Sachant qu'actuellement, les protéines animales représentent 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut se dire que si on veut nourrir la planète d'ici 2050, on sera 10 milliards, on ne pourra pas utiliser l'agriculture actuelle, le format actuel pour nourrir toute la planète. Standing Ovation a développé un procédé très spécifique, technologique, qui permet de produire des protéines alternatives avec les mêmes capacités nutritionnelles, fonctionnelles que les protéines qu'on retrouve actuellement sur le marché. Alors, le procédé qu'on utilise, c'est la fermentation de précision. C'est un procédé qui est déjà utilisé depuis une 50aine d'années dans l'industrie pharmaceutique et alimentaire pour produire des produits comme l'insuline, la présure qui entre dans le processus de fabrication du fromage, par exemple. Et notre pari, c'était d'utiliser cette technologie pour produire des protéines de lait, la caséine, avec les protéines qu'on produit. Donc en fait, je vous ai ramené un petit sachet qui vous montre un peu à quoi ça ressemble. On peut intégrer du coup cette protéine dans différentes matrices pour produire des fromages, comme vous pouvez voir ici sur les photos, des pâtes pressées. On travaille exclusivement avec des industriels pour vraiment pouvoir adapter les protéines à leurs besoins, niveau fonctionnalité, niveau texture, niveau goût. Alors actuellement, nos protéines sont en cours de validation au niveau des autorités aux États-Unis et aussi en France.
en Europe, sachant que pour ces types de protéines qui sont alternatives, on a un processus qui peut varier entre 1 et 2 ans pour avoir la mise sur le marché. On a été soutenu dès le départ par l'État et par la BPI. Nous sommes actuellement en partenariat exclusif avec le groupe Bell, avec lesquels on travaille sur le développement de produits. Et on envisage de commercialiser nos produits d'ici la fin de l'année, d'ici début 2026, pour une mise sur le marché, principalement aux États-Unis dans un premier temps, pour des questions de traitement de dossiers réglementaires, et ensuite en Europe. J'ai fait un peu le tour des produits, du produit principal qu'on propose. Un autre point qui est très spécifique de notre processus, c'est qu'on veut vraiment intégrer notre écosystème. Donc non seulement nous produisons des protéines qui sont destinées à l'agroalimentaire, mais on cherche aussi à valoriser les déchets de l'agroalimentaire. Donc avec nos partenaires, nous utilisons également les eaux sucrées, les déchets organiques qui ne sont pas valorisés pour les intégrer dans notre processus. Donc on a vraiment un procédé circulaire qui nous permet de produire des protéines de lait et de s'appuyer sur l'agriculture traditionnelle pour faire cette production. Donc avec notre procédure actuelle, avec 1 litre de lait, non seulement vous avez les caséines, donc les protéines qui sont déjà dans le lait, mais on peut produire encore plus de protéines en utilisant notre procédé de fermentation de précision. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis ouverte à les répondre. Merci. Alors, je suis désolée, mais concrètement, j'ai pas compris comment ça se passe. Est-ce que vous synthétisez des protéines grâce à, je ne sais pas, une matière mais autre que le lait, ou bien est-ce que vous partez du lait, des protéines animales, mais que vous démultipliez donc ces protéines, et ensuite ces protéines pour les transformer notamment en fromage, comment ça se passe? Il faut remettre de l'eau dedans, enfin voilà, où est la place du produit dans tout le process? Alors dans la fermentation de précision, on utilise des minéraux, du sucre, de l'eau, qu'on met en contact de ferment. C'est la fermentation, donc c'est comme un processus de bière. On fait pousser nos micro-organismes, qu'on appelle ferments, et on leur demande de produire une seule protéine. Dans notre cas, c'est la caséine. Ils produisent cette protéine, on la purifie, on l'extrait, et on obtient la poudre que je vous ai montrée, qu'on peut ensuite intégrer dans des matrices pour faire des fromages, comme je disais, mais on fait aussi des glaces, on peut faire aussi des mousses de lait, avec cette caséine qui est le produit fini. Voilà. Un autre point que je vais rajouter, c'est qu'on cherche à valoriser tous les coproduits que nous-mêmes nous produisons, ce qui fait qu'on réutilise l'eau qui n'est pas utilisée à la fin, qui est utilisée dans le système de purification, on le réutilise le plus possible. Et on a réussi à diversifier les produits. Donc on a développé 2 nouvelles gammes de produits qui permettent d'adresser 2 autres marchés qui sont l'alimentation animale cette fois-ci et les compléments alimentaires hyperprotéinés. Donc on a réussi à avoir différentes gammes de produits pour vraiment valoriser tous les coproduits que nous générons et adresser le plus de marchés possible. Donc accompagner non seulement côté alimentation humaine, mais aussi côté alimentation animale. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Oui, on entend. Déjà, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question plutôt par rapport au scope 3 de cette solution. Parce que, je me dis avec la production de lait, c'est surtout le scope 1 des bovins qui émet. Et avec ce processus, je me dis c'est plutôt le scope 3 pour tout l'appareillement de chimie de précision. Et du coup, je voulais savoir s'il y a un rapport entre ces scopes, lequel est le plus performant. Parce que je me dis peut-être avec ce processus, ça produit plus de protéines qu'avec des bovins à énergie égale, ou je sais pas. La comparaison, en fait, c'est ça l'idée. Donc on ne cherche pas à comparer niveau quantité. En fait, notre idée, c'est vraiment de
compléter, mais pas de remplacer. Voilà. On ne veut pas remplacer l'agriculture traditionnelle actuelle. L'idée, c'est de compléter pour subvenir aux besoins du futur. Avec notre procédé, ce qu'on a pu mettre en place, c'est une utilisation du sol réduit, parce que du coup, pour un troupeau de vaches, on a besoin d'énormément d'espace, alors qu'avec notre fermentation précision, on a un bioréacteur qui va être réutilisé un nombre de fois assez important pour produire une quantité fixe de protéines. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Est-ce que vous... Je me posais la question d'un point de vue coût par rapport à produire des caséines avec du lait de bovin. Est-ce que la solution de fermentation de précision, ça coûte plus cher aujourd'hui ou est-ce que ça coûte moins cher ou est-ce qu'à terme vous êtes amené à être à prix égal, plus compétitif, moins compétitif? Alors c'est une bonne question. Notre technologie est naissante, donc comme je disais, on a été fondé il y a 5 ans. Pour le moment, on n'est pas encore à parité avec le lait, tout simplement parce qu'il y a une économie d'échelle à avoir. Les bioréacteurs, ce sont des équipements qui sont assez coûteux, mais notre goal, notre but, c'est d'être à parité à terme, une fois qu'on aura monté d'échelle avec les caséines qu'on peut trouver actuellement dans le lait.